Pendant près d'une demi-heure, Eric observait depuis la fenêtre de sa voiture deux petites silhouettes minces et fragiles errer à travers le champ, portant quelque chose à leur bouche. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Autrefois, on se promenait ici quand on était enfant, exactement comme ça, pensa Eric tout haut, mais on ne ramassait pas des restes, mais des bails, et on s'en fourrait aussi plein la bouche. Eric, on peut partir maintenant ? Je vais étouffer, dit son chauffeur personnel, qui se pinçait le nez avec un mouchoir. Quoi, Marcus, tu n'aimes pas l'odeur de la patrie ? Demanda Eric d'un ton sec. Ce n'est pas ma patrie, je suis né au Mexique, répondit le chauffeur. Je sais que ce n'est pas la tienne, Marcus, mais pour moi, vous êtes tous pareils, continua Eric pensivement. Et je sais que tu es né au Mexique aussi, j'ai lu ton dossier personnel. Mais cette patrie, c'est la mienne, tu comprends ? Ici, il y avait un village où je suis né. Et là-bas, fit-il un geste de la main, il y avait des champs. Ici, où nous sommes, il y avait une chênaie avec des champignons odorants et aromatiques. Et là-bas, où les filles errent, il y avait des fraises des bois. Je me souviens encore de leur parfum. Alors dis-moi, Marcus, tu n'aimes pas l'odeur de ma patrie ? Si, Eric, marmonna le chauffeur dans son mouchoir. Eh bien, c'est super. Si tu aimes ça, alors range ton mouchoir immaculé dans ta poche et respire à plein poumon. Ton patron est né ici, cria presque Eric. Il ouvrit les portières de la voiture et sortit. La puanteur était si forte qu'elle lui piquait les yeux, tandis que les petites filles continuaient de ramasser des choses et de les manger. Le cœur d'Eric se serra. « Hé, les filles, venez ici !» cria Eric en faisant signe aux enfants. Les filles regardèrent dans sa direction et, apparemment à contre-cœur, s'approchèrent. L'une s'approcha assez près, tandis que l'autre restait à distance, observant tout en se curant le nez. « Mindy, ne t'approche pas. Et s'il arrivait quelque chose ?» dit celle qui restait à distance. « Ne t'inquiète pas, qu'est-ce qu'il va faire ?» répondit la plus hardie. Les filles étaient sales, leurs cheveux emmêlés en un bloc compact, comme si elles avaient une botte de feutre sur la tête. Leurs vêtements étaient déchirés et également sales. Elles étaient presque pieds nus, à l'exception de haillons enroulés autour de leurs pieds. Elles ne connaissaient manifestement pas les soins parentaux. Peut-être qu'elles viennent des villages voisins, pensa Eric. Mais en se souvenant de son enfance, il comprit qu'il n'était pas comme ça. Oui, ils couraient pieds nus, se salissaient, mais leur grand-mère ne les aurait jamais laissés aller au lit dans cet état. D'abord le bain, et seulement après à la maison. Le matin, elle lui donnait, à lui et à son frère, des vêtements propres, et ils couraient toute la journée jusqu'au soir. Mais ces filles étaient clairement orphelines. « Où sont votre maman et votre papa ?» demanda Eric. « Pas de maman, elle est morte. » cria la fille qui restait à distance. « Et on n'a jamais vu notre papa ?» dit celle qui était plus proche. Eric comprit qu'elle s'appelait Mindy. Il regarda leur corps décharné et se souvint de lui-même et de son frère. Leur père était mort jeune aussi, tué par des braconniers. Leur mère était morte de chagrin l'année suivante. Mais lui et son frère ne s'étaient pas sentis abandonnés. Ils avaient leur grand-mère, qui les avait élevés et éduqués. Son frère avait 1 an de plus. Il fut le premier à être appelé sous les drapeaux. Malheureusement, il n'en revint jamais. Leur grand-mère prit des cheveux blancs en une nuit dès qu'elle reçut l'avis de décès. Elle s'accrocha à Eric et ne fit que murmurer « Je ne te laisserai pas partir ». Mais ils ne le prirent pas. D'abord, il était le seul petit-fils qui restait à sa grand-mère, et ensuite, on lui avait trouvé une scoliose. Ils dirent qu'avec un dos tordu, il n'était pas nécessaire à l'armée. « Les filles, voulez-vous manger quelque chose ?» demanda Eric. « Bien sûr », répondirent les filles à l'unisson. À ce moment, Eric remarqua à quel point elles se ressemblaient. « Eh bien, montez dans la voiture, fit-il un clin d'œil à Mindy. Et appelle ta sœur. »« Tu ne vas pas nous piéger ?» demanda Mindy. « Non, je ne vous piégerai certainement pas. » Mindy se tourna vers sa sœur et l'appela. « Sarah, viens. Il va nous donner à manger et nous emmener faire un tour en voiture. » Sarah avait toujours peur de quelque chose. « Je ne suis pas si effrayant, pensa Eric. « Bon, alors j'y vais toute seule. » cria Mindy et grimpa dans la voiture. « Elle est toujours comme ça, elle a peur de tout, marmonna la fille. »« Eh bien, on ne peut pas laisser ta sœur ici, dit Eric. On ne la laissera pas. Tu vas me nourrir, lui acheter à manger et le rapporter ici, dit la fille joyeusement. Il y avait une logique dans ses paroles, mais Eric ne voulait pas que les filles s'attardent dans la décharge. Il n'était pas ce genre de personne. Il ne pouvait pas aider à moitié. S'il entreprenait quelque chose, il le faisait jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée.
c'était clair sans aucune explication. Les filles avaient besoin d'aide de toute urgence, avant que quelque chose de grave n'arrive, avant que quelqu'un d'autre ne les récupère. Eric, la réunion est dans 1 heure, et nous devons encore retourner en ville, lui rappela le chauffeur. Oh, Marcus, tu es là. Eh bien, quoi, tu n'as pas encore suffoqué dans ma patrie? J'avais presque oublié que tu étais là. Rappelle-moi, cher ami, qui est le patron ici? Moi, ou peut-être toi? Dit Eric à contre-cœur. Le chauffeur marmonna quelque chose dans sa barbe. Eh bien, merci pour ça, mon ami. Alors, retiens bien ceci, je déciderai moi-même où et quand aller, et quelles négociations mener, ou même ne pas les mener du tout, dit Eric, puis il se détourna et jura, ils embauchent n'importe qui sur la base d'annonces. Au fait, j'ai un diplôme d'études supérieures, dit le chauffeur. Et n'écoute pas aux portes, répliqua sèchement Eric. Ensuite, ce sera toi qui diras, j'aurais dû vous prévenir, j'aurais dû vous entraîner ailleurs. Et encore une fois, ce sera lui le coupable, dit le chauffeur avec ressentiment. Marcus, aboya à nouveau Eric. Je t'ai dit, pour moi, vous êtes tous pareils, pensa-t-il. Eric remarqua que dès que Mindy fut montée dans la voiture, la deuxième fille, apparemment Sarah, s'approcha immédiatement du véhicule, mais elle avait toujours peur de quelque chose. Qui est la plus âgée, toi ou elle? Demanda Eric à Mindy, qui était déjà assise dans la voiture. Je ne sais pas, haussa les épaules la fillette. Comment ça, tu ne sais pas? S'étonna Eric. Eh bien, nous sommes jumelles, disait maman, répondit la fillette. La deuxième petite fille s'approcha très près. Eric n'eut qu'à tendre la main. D'un mouvement rapide, il ouvrit la portière et attrapa la fille par la main. Elle se mit à crier et à se tortiller comme un serpent. Eric la jeta littéralement dans la voiture. Elle se serra contre sa sœur et se tut immédiatement. Allons-y, ordonna-t-il au chauffeur. La salle de réunion était bruyante. Beaucoup de gens s'étaient rassemblés. Des journalistes et même des concurrents étaient arrivés. Tout le monde voulait assister à l'affaire du siècle. Eric entra avec un léger retard, juste quelques minutes. Désolé, j'avais des affaires urgentes à régler. Alors, par où commençons-nous? Quel est l'ordre du jour? Eric entra dans la salle de réunion et remarqua immédiatement comment les gens haletaient et se couvraient le nez. L'odeur ne vous plaît pas? Demanda-t-il avec un sourire narquois. Quelqu'un dans l'assistance tenta de faire une blague, disant quelque chose sur les goûts et les couleurs, mais soudain, la secrétaire fit irruption dans la salle de réunion. Eric, je n'en peux plus. Elles ont des poux qui rampent sur leur visage. Cria-t-elle désespérée. Pendant ce temps, 2 filles firent irruption dans la salle de réunion et se figèrent à côté d'Eric. Regardez ça, dit-il. C'est exactement la raison de mon retard. Je suis passé, vous savez, dans ma patrie, au lieu, pour ainsi dire, de pouvoir. Et la patrie a disparu. Ils l'ont transformée en décharge. Et ici, sur la décharge, il y a ces orphelines. Au XXIe siècle. La fille repéra les papiers sur la table d'Eric et les prit sans demander. C'est un contrat, s'exclama la secrétaire. Les filles commencèrent à le lire à haute voix, à l'unisson, clairement, fort, sans bégayer et avec expression. Les visages des personnes rassemblées virèrent à la stupéfaction. Elles lisent. Elles lisent vraiment. Des chuchotements s'élevèrent de toutes parts. Attendez, elles le lisent en espagnol? Les participants furent encore plus surpris. Le fait était que la copie du contrat posé devant Eric était imprimée en espagnol. La traduction anglaise ne devait être apportée qu'à la fin des négociations, pour la signature. Et les filles lisaient en espagnol comme si c'était leur langue maternelle. Comment était-ce possible? Même en supposant qu'elles aient étudié dans une école avec un programme linguistique avancé, elles ne seraient pas capables de lire aussi couramment en seulement quelques années, et surtout de comprendre. Mais les filles comprenaient clairement ce qu'elles lisaient. De temps en temps, elles se tournaient vers Eric et jetaient un coup d'œil aux autres, comme si elles cherchaient quelqu'un du regard. Mais ce qui surprit le plus tout le monde, c'est ce qui se passa à la toute fin. Les filles lurent le contrat jusqu'au dernier mot et se jetèrent soudainement au cou d'Eric, en larmes. Non seulement Eric fut stupéfait, mais toutes les personnes présentes le furent également. Eric n'aurait pu imaginer comment se terminerait son voyage matinal dans sa petite patrie. Il n'y était pas retourné depuis près de 10 ans. Les négociations qu'il prévoyait de mener aujourd'hui et l'accord qui devait suivre étaient très importants pour Eric, pas seulement d'un point de vue financier. L'aspect moral de l'événement était également significatif. Le fait était qu'il s'agissait d'une sorte de vengeance. La vengeance d'Eric contre son ancien ami, son ancien meilleur ami.
C'est pourquoi, sur les conseils d'une connaissance qui pratiquait l'ésotérisme, il avait décidé de visiter le soi-disant lieu de pouvoir. Chaque personne a un tel lieu de pouvoir, c'est là où elle est née. Là, les gens puisent de l'énergie dans leur lignée. Ce n'était pas qu'Eric croyait à tout cela, il était juste parfois curieux, plus par ennui et pour sa culture générale. La question des citadins restait ouverte. Où devrait-il aller? Peut-être à la maternité? Mais Eric venait de la campagne, et il avait un tel lieu de pouvoir. Certes, maintenant, là où se trouvait autrefois son village natal, il y avait une décharge, mais à son avis, cela ne devrait pas empêcher de renouer avec l'esprit de sa lignée. La décision d'y aller fut spontanée. La tension nerveuse avant l'accord était hors norme, et il décida de visiter son village natal, là où tout avait commencé. Eric et Dean avaient grandi ensemble dans le village. Le frère aîné d'Eric, mort pendant son service militaire, avait également grandi avec eux. Mais un frère est un frère, et un ami est un peu différent. L'amitié est une relation si étrange qu'elle ne peut être décrite avec des mots. Et bien que Dean ne fût qu'un ami, il devint un véritable frère pour Eric après la mort de son frère aîné. Dean avait le même âge qu'Eric. Ils allèrent à l'école ensemble et s'assirent au même pupitre. Parfois, Eric ne pouvait pas comprendre qui il aimait le plus, son frère ou son ami. Après la mort de son frère, Dean prit sa place dans le cœur d'Eric. Puis il arriva ce qui arrive souvent dans la vie, ils tombèrent tous les deux amoureux de la même fille. Catherine venait aussi de leur village, quelques années plus jeune. Au début, les garçons ne lui prêtaient pas attention, mais quand elle grandit et devint belle, ils ouvrirent tous les deux les yeux. Catherine ne pouvait pas faire de choix. Elle aimait à la fois Eric et Dean. Elle était déchirée entre eux, s'embrouillant elle-même et les embrouillant tous les deux. Puis Dean fit le choix pour elle. Il partit. Pas seulement parti, mais il laissa tout tomber et partit en Espagne pour tenter sa chance. La mère de Dean dit plus tard qu'il avait un parent éloigné en Espagne du côté de son père. C'est là que Dean alla. On disait qu'il était possible d'y trouver du travail ou même de créer une entreprise. Catherine pleura au début, regrettant qu'il ne l'ait pas emmenée avec lui, mais avec le temps, elle commença à sortir avec Eric. Eric dit plusieurs fois à Catherine qu'il n'avait pas besoin de sa pitié, mais elle répondait toujours, confuse. Qu'est-ce que la pitié a à voir là-dedans? Je t'aime. Calme-toi déjà. Tu dois vivre, te marier, pas seulement faire rire les gens, continua Eric. Et si nous avons des enfants? Que ferons-nous alors? Catherine se contenta d'en rire. Quel tampon et passeport? Nous n'avons rien à partager. Tu as ta propre maison avec ta grand-mère, j'ai la mienne avec ma mère. Nous vivons où nous voulons. Eric rêvait de construire sa propre maison, sans mère ni grand-mère. Il s'était même renseigné sur la manière dont les jeunes familles pouvaient obtenir des terrains auprès de l'agence. Mais Catherine ne prenait pas cela au sérieux. Quelle famille? Où sont les preuves? Ils vécurent ensemble pendant 6 ans, et ce n'est qu'à la 5e tentative que Catherine accepta de l'épouser. Ils commencèrent à préparer le mariage. Un jour, Eric lui demanda pourquoi il n'avait pas eu d'enfant après toutes ces années. Catherine haussa simplement les épaules. Peut-être faudrait-il se faire examiner, suggéra Eric. Si tu en as besoin, alors va te faire examiner, répondit-elle sèchement. Eric n'insista pas davantage. Il avait vécu toute sa vie avec sa grand-mère, avec qui il ne discuterait pas de telles questions, et il n'avait pas eu l'occasion d'en parler avec son frère. Il était mort alors qu'ils étaient encore trop jeunes pour penser à avoir des enfants. Dean avait également disparu à l'étranger. Eric, ne comprenant rien aux affaires de femmes, ne demanda plus rien à Catherine. Il avait peur qu'elle se fâche et refuse carrément de l'épouser. Les préparatifs battaient leur plein. Il ne restait qu'une semaine avant le mariage. Quelque part, un costume avait été acheté et une robe avait été apportée du chef-lieu de district. Soudain, la mère de Dean reçut une lettre de lui d'Espagne. Dean était devenu riche au fil des ans, se transformant en un don important. Le parent riche chez qui il était allé était mort et avait laissé à Dean toute sa fortune. Sa mère lut la lettre de son fils à tout le village plus d'une fois. Elle était fière, elle pleurait. Tout le monde, du plus jeune au plus âgé, connaissait cette lettre par cœur. Et Catherine se demandait, ne s'était-elle pas précipitée dans le mariage? Il n'y avait pas un seul mot sur lui, sur son ami. Pas de questions, pas de salutations, rien. Comme si Dean n'avait jamais eu d'amis comme Eric dans sa vie. Un peu d'amertume, mais à ce moment-là, Eric ne pensait pas à Dean. Il prévoyait de se marier. Il aurait bientôt une famille. Et ainsi, au milieu de tous les préparatifs du mariage, Eric ne remarqua pas que Catherine était devenue une personne différente après cette lettre. Et puis vint le jour du mariage.
Ils ne voulaient ni l'un ni l'autre s'embarrasser de la dot et autres fioritures à la mode. Ils convinrent simplement qu'Éric attendrait Catherine au conseil du village et que de là, après l'enregistrement, ils iraient ensemble avec les invités au club du village où les tables seraient dressées et tout le reste. Éric se tenait à l'entrée. Les invités approchaient déjà, apportant des fleurs et des cadeaux. Mais Catherine n'était nulle part. Les anciens commencèrent à plaisanter, disant que les mariés sont censés être en retard, mais ne s'était-elle pas envolée comme un petit oiseau du nid? Après que Catherine eut disparu depuis plus d'une heure, un léger murmure de mécontentement commença à se répandre dans la foule. À ce moment-là, Éric comprit tout. Il avait juste espéré jusqu'au dernier moment, ne voulant pas croire que Catherine puisse faire cela. Mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Après 2 heures, Éric demanda à tout le monde de ne pas se disperser et rentra chez lui. La robe de mariée était à la maison sur le cintre, et sur la table se trouvait une note d'excuse expliquant qu'elle ne voulait plus vivre au village, tordre la queue des vaches et sentir le fumier. Elle voulait une vie riche et par conséquent, elle allait rejoindre Dean. Mais le principal, c'est qu'il n'y avait pas un mot sur l'amour. Il aurait compris ses actions si Catherine avait écrit qu'elle aimait Dean. Mais il s'avéra qu'elle s'était enfuie pour une vie riche. Éric attrapa l'argent qui avait été économisé pour le mariage. Elle avait tout pris. Oh, Éric se sentit blessé. Et les gens attendaient près du conseil du village. Comment allait-il se montrer là-bas maintenant? Les tables étaient déjà dressées au club. Mais Catherine n'aurait-elle pas pu dire quelque chose sur sa décision à l'avance? Ils auraient pu annuler le mariage, et il l'aurait laissé partir dans toutes les directions. Mais maintenant, il s'avérait qu'elle l'avait humilié devant tout le district et avait même pris l'argent. Comment allait-il rembourser les gens maintenant? Éric était au bord du gouffre. Ses yeux tombèrent sur la corde qui gisait sous le lit. Pourquoi pas? Il pourrait résoudre tous ses problèmes d'un coup. Et surtout, se débarrasser de la douleur insupportable dans sa poitrine. La douleur émotionnelle tourmente toujours le plus. Il n'y a pas de médicament pour ça, et il n'y a pas d'analgésique non plus. Éric sortit la corde et monta sur une chaise. À ce moment, sa mère entra en courant dans la pièce. « Fils, qu'est-ce que tu fais? Cette idiote ne vaut pas ta vie, dit-elle d'une voix étrange, comme si les mots résonnaient dans sa tête. « Maman, tu es morte, s'étonna Éric. À ce moment, le tonnerre gronda dehors. L'orage approchait. Éric regarda vers la fenêtre, puis tourna la tête vers sa mère, qui était apparue de nulle part après tant d'années. Mais il n'y avait personne dans l'embrasure de la porte. Seulement son portrait accroché au mur, à côté de l'armoire. Éric descendit de la chaise. « Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était, hein ?» pensa-t-il. Il n'avait jamais cru au mysticisme ni aux fantômes. Et pourtant, il avait vu sa mère, décédée depuis longtemps. Était-ce une sorte de signe? Éric réfléchit. Que faire maintenant? Le fiancé abandonné, voilà comment on l'appellerait au village. Puis Éric se souvint qu'il y a longtemps, il avait caché de l'argent juste derrière le portrait de sa mère. Il voulait offrir un cadeau à Catherine pour le nouvel an, mais il s'était disputé à l'époque et il avait oublié l'argent. Éric attrapa le portrait de sa mère, toujours vêtu de son costume de mariage, se dirigea vers la gare. Depuis lors, il n'était pas retourné au village. Jusqu'à ce qu'il décide de passer avant cet accord important. Qu'est-ce qui l'attirait là-bas tout d'un coup? Et puis il y avait ses filles. Les enfants sans abri qui parlaient espagnol, qui étaient tout simplement étonnantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui surprit tout le monde, ce n'était pas que les enfants puissent lire le contrat en espagnol. Ce qui les stupéfia tous, c'est que lorsqu'elles le lurent jusqu'à la fin et virent le nom d'Éric, les enfants se précipitèrent vers lui en disant « Papa! Papa! On t'a enfin trouvé! Papa, ne signe pas le contrat. Cet homme va te tromper. Il a mis notre maman à la porte. Il te fera la même chose. » Le fait était que cet accord avec les partenaires espagnols était quelque chose qu'Éric avait intercepté à Dean. Lui et son équipe avaient littéralement traqué cet accord pendant longtemps, cassant les prix, détériorant les conditions pour leur camp, juste pour que les Espagnols acceptent. Dean était cofondateur avec les Espagnols, donc son nom figurait également dans le contrat. Bref, cet accord était une sorte de vengeance pour Éric contre son ancien meilleur ami, qui lui avait volé Catherine. Avec la lettre que la mère d'Éric avait reçue, il y avait un autre message pour Catherine, dans lequel Dean écrivait qu'elle pouvait venir le rejoindre. La mère de Dean transmit la lettre à Catherine, et bien, vous comprenez tout à partir de là. Les filles, attendez, qui est votre maman? Demanda Éric, surpris. Catherine. Catherine, répondirent les filles à l'unisson. Eh bien, pourquoi pensez-vous que je suis votre père? Eh bien,
tout est écrit ici. Dans son journal, l'une des sœurs sortit un carnet sale et graisseux de son corsage. Bien sûr, les négociations importantes cessèrent à la lumière des circonstances. Le contrat fut envoyé pour vérification. Eric prit le journal de Catherine en main, s'isola dans son bureau, laissant ses assistants s'occuper des filles. Ce matin-là, il avait simplement demandé à sa secrétaire de surveiller les enfants pendant qu'il signait le contrat. Il pensait qu'après les négociations, il les nourrirait et les remettrait aux services sociaux. Mais maintenant, tout était différent. Maintenant, il devait découvrir de qui étaient réellement ses enfants. Le journal de Catherine commençait au moment où elle arriva en Espagne. Peut-être n'avait-elle jamais vraiment aimé Eric, après tout. Elle l'avait quitté si facilement et avait couru vers Dean. Eric lut le journal de son ancienne fiancée, l'épouse qui ne le fut jamais. Au début, il n'y avait pas un mot sur lui, pas une goutte de regret de l'avoir quitté juste avant le mariage, pas même un seul souvenir d'Eric. Cela, bien sûr, le blessa profondément, même maintenant, après tant d'années. Catherine décrivait le bonheur qu'elle ressentait dans la vie luxueuse et riche à l'étranger, à quel point elle se sentait bien avec Dean. Eric n'était mentionné que dans le contexte de la comparaison de ses nouvelles sensations avec son ancienne vie. Il ne réalisa pas immédiatement qu'elle écrivait sur lui. Catherine ne le désignait même pas par son nom. Elle ne le mentionnait que comme l'ex. Au début, Eric pensa qu'elle parlait d'une tierce personne qu'elle avait rencontrée après lui. Mais la description de la vie au village clarifia tout. Oui, l'ex, c'était bien lui. Sans nom, sans visage, juste une incarnation d'émotions et de souvenirs négatifs. Finalement, elle et Dean commencèrent à préparer le mariage. Et à la veille de celui-ci, Catherine partagea la joyeuse nouvelle, elle était enceinte. Dean l'emmena chez le médecin, et il s'avéra que le terme de sa grossesse était beaucoup plus avancé que le temps qu'elle avait passé en Espagne. Dean réalisa que l'enfant n'était pas de lui, et Catherine le comprit aussi. La règle du boomerang s'appliqua. Riche et ambitieux, Dean mit Catherine à la rue. Il la traita de la même manière qu'elle avait traité Eric. À la différence qu'Eric était resté dans sa patrie, chez lui, et que c'était sa décision personnelle de quitter le village et de recommencer à zéro. Mais la pauvre Catherine se retrouva dans un pays étranger, sans connaître la langue, sans moyen de subsistance, et enceinte. Le cœur d'Eric se serra en imaginant ce que Catherine avait dû ressentir. Il l'aimait probablement encore, après toutes ces années. L'amour pardonne tout. Il réalisa qu'il n'avait plus de ressentiment envers elle. Il comprit ce qui le distinguait vraiment de Dean. Eric n'aurait pas abandonné Catherine, même si elle avait avoué la veille du mariage qu'elle était enceinte de quelqu'un d'autre, même si c'était de Dean lui-même. À en juger par les entrées de son journal, Catherine commença à comprendre cela aussi. C'est à ce moment-là, sur ces pages, qu'Eric acquit pour la première fois son vrai nom. « Eric ne m'aurait jamais traité de cette façon », écrivit Catherine. Elle regrettait d'avoir trahi une personne aussi sincère et honnête qu'Eric. Catherine maudit le jour où la mère de Dean lui apporta l'enveloppe avec son message. De plus en plus de mots tendres et chaleureux affluaient d'elle à propos d'Eric. Elle regrettait sincèrement de ne pas avoir découvert sa grossesse alors qu'elle était encore à la maison. Sinon, elle ne se serait pas précipitée en Espagne. Eric lisait et pleurait. Et il ne pouvait comprendre qu'une chose. Pourquoi ne l'avait-elle pas appelé, ou au moins écrit? Il l'aurait ramenée d'Espagne. Il lui aurait tout pardonné, car il l'aimait vraiment. Il l'aime toujours, même si les filles ont dit que leur maman était morte. Eric ne pouvait pas croire que Catherine n'était plus. Là, elle était vivante, sur les pages du journal, comme si elle était assise devant lui dans un fauteuil, lui racontant ses problèmes. En réalité, elle était enterrée quelque part dans une terre étrangère. Pourquoi ne s'était-elle pas tournée vers lui pour obtenir de l'aide, mais avait préféré tout gérer elle-même? Le journal fournissait également une réponse à cette question. Errant dans les rues de la ville espagnole, Catherine survivait comme elle le pouvait et où elle le pouvait. Ne connaissant pas vraiment l'espagnol, elle dormait avec des sans-abri et se battait avec eux pour de la nourriture. À ce moment-là, elle avait soit perdu son téléphone, soit on le lui avait pris, soit on le lui avait volé. Elle n'écrivit pas à ce sujet. De tels détails banals étaient à peine couverts dans son journal. Ce qui la troublait de plus en plus, c'était un sentiment croissant de haine envers Dean. Et il y avait encore plus de mots chaleureux et tendres à son sujet, Eric, dans les derniers mois de sa grossesse. Elle fut remarquée par des religieuses d'un certain ordre de Sainte-Louise. Elles décidèrent d'aider Catherine et l'invitèrent à rester avec elles. Catherine pensa qu'elle avait trouvé le salut, mais comme il s'avéra, elle était entrée en enfer. Les religieuses l'enfermèrent, ainsi que de nombreuses autres filles enceintes.
Elles n'étaient sorties de leur cellule d'isolement que pour effectuer les tâches les plus sales du monastère. La vie là-bas n'était pas différente de ce qu'elle avait vécu sous le pont avec les sans-abri, sauf que maintenant elle devait prier sans relâche la nuit et travailler pendant la journée. Si ses prières n'étaient pas jugées assez assidues par les religieuses, Catherine était punie en étant réduite au pain et à l'eau. Les religieuses croyaient que cela suffisait pour que l'enfant soit en bonne santé. Les filles n'avaient accès ni au papier ni au matériel d'écriture, et même si elles trouvaient un bout de quelque chose ressemblant à un crayon, elles seraient punies. Par miracle, Catherine réussit à cacher son journal et à trouver le temps d'y écrire. Les mots ne peuvent exprimer les horreurs qui s'abattirent sur les filles novices. Mais le plus effrayant n'était pas cela. Un jour, Catherine apprit ce qu'il advenait des enfants après la naissance. Le cœur d'Éric se glaça d'horreur en lisant ces lignes. Un jour, elle rencontra une fille qui, récemment, tout comme elle, avait été enceinte. La fille venait soit du Mexique, soit du Canada, et comprenait bien l'anglais, de sorte qu'elle pouvait communiquer discrètement. Les religieuses n'encourageaient pas les amitiés entre les novices. Où il y en a deux, il y a un complot, disaient toujours les religieuses. As-tu accouché ? Murmura Catherine. As-tu une fille ou un garçon ? Dieu merci, une fille, répondit la fille. Mais pourquoi tout le monde veut des garçons ? Les garçons, c'est plus facile ici, répondit la fille, qui s'appelait Dolores. Ils ne les montrent même pas aux mères. Ils les emmènent quelque part immédiatement. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils en font ? On dit différentes choses. Je ne sais pas avec certitude. Je ne vais pas répandre de rumeurs. Des semaines passèrent, et Catherine donna naissance avec succès à des jumelles. Étonnamment, elle ne fut pas invitée dans une infirmerie. Elle accoucha directement dans la cellule. Les religieuses elles-mêmes l'assistèrent lors de l'accouchement. Et le lendemain même, Catherine fut renvoyée au travail, comme tout le monde. Les religieuses nommèrent elles-mêmes les filles. Toutes les filles s'appelaient pareil, Louise, en l'honneur de la sainte patronne de ce monastère. Si deux filles naissaient, comme dans le cas de Catherine, la deuxième fille s'appellerait Sarah. C'était aussi simple que cela. Catherine essaya de protester, mais pensa soudain qu'on la remettrait au pain et à l'eau, et que cela nuirait à son lait, par conséquent, aux enfants. La nourriture au monastère n'était déjà pas excellente, et Catherine avait à peine assez de lait pour ses deux filles. Après tout, Louise et Sarah n'étaient pas si mal, pensa-t-elle. Elles seraient Mindy et Sarah. Quelques jours plus tard, Catherine rencontra à nouveau Dolores. Elle n'avait plus de visage. Elle était toute en larmes. Quelque chose s'était passé. Quelque chose ne va pas avec ta fille, murmura Catherine. Dolores ne put qu'acquiescer. Les larmes l'étouffaient, et elle pouvait à peine parler. Est-elle malade ? demanda Catherine, craignant plus que tout que les enfants tombent malades. Elle-même avait été une enfant maladive. N'importe quel courant d'air ou pied mouillé pouvait se transformer en pneumonie ou en angine. Et ici, dans les murs de pierre humides de ce monastère médiéval et moisi, même une personne en bonne santé pouvait facilement tomber malade. Non, ils l'ont prise, répondit Dolores. Ils l'ont prise pour toujours. Ne sais-tu pas que nos filles sont données à de riches familles sans enfants ? De cette façon, les sœurs aident soi-disant les pauvres orphelins. Tu veux dire que mes filles seront prises aussi ? Cria presque Catherine. Bien sûr qu'elles le seront. Tu ne le savais pas ? Dolores sembla surprise. Ils ne te l'ont pas dit ? Je le savais d'avance quand je suis venue dans ce monastère. Alors pourquoi es-tu venue ici ? S'étonna Catherine. Au moins ici, j'ai un toit sur la tête et de la nourriture. Est-ce un prix trop élevé pour leur bout de pain et un toit qui fuit ? S'exclama Catherine. C'est la vie, répondit Dolores humblement. Catherine apprit avec horreur que ce n'était pas le premier enfant que les religieuses lui avaient pris. Y a-t-il vraiment des femmes dans le monde prêtes à se reproduire comme du bétail pour de la nourriture et un abri ? Catherine était sous le choc. Quel avenir l'attendait ? Elle ne voulait même pas penser d'où toutes ces filles avec des enfants tiraient leurs enfants suivants. Qui pourrait être le père de ses futurs enfants si elle se soumettait à cette situation ? Même dans une période aussi difficile de sa vie, Catherine se souvint d'Éric. Sur les pages de son journal, elle écrivit qu'il lui manquait et qu'elle souhaitait pouvoir voir ses jumelles ne serait-ce qu'une fois. Chaque fois que quelqu'un entrait dans sa cellule, il n'y avait pas l'habitude de frapper, elle craignait qu'on vienne prendre les filles. Dolores dit qu'il n'était pas garanti qu'elles finiraient dans la même famille. Personne ici ne pensait à cela. Seulement si les riches voulaient vraiment des jumeaux, elles auraient une chance de grandir ensemble. Catherine décida coûte que coûte de s'enfuir de cet endroit. Son journal s'arrêta brusquement. Sur les pages, il n'y avait aucune entrée sur la façon dont elle avait réussi à s'échapper.
Apparemment, elle n'avait pas eu le temps de documenter ses actions. L'entrée suivante commençait par un mot écrit en majuscule, « Liberté ». Dieu merci, tu existes probablement, et mes prières ne t'ont pas été adressées en vain. Je suis libre, et ce monastère est loin. Mes filles sont avec moi. Tout ce qui me rappelle maintenant cette horreur, ce sont les noms des enfants. Mais les enfants n'y sont pour rien. Je ne peux plus réparer ça. Pardonnez-moi, mes filles. Mindy et Sarah, c'est ainsi que je vous appellerai maintenant, écrivit Catherine. Comme ton père me manque à mes côtés. Oh, si seulement vous saviez quel homme merveilleux il est. C'est à ce moment du journal que Catherine mentionne son nom et prénom complet. Elle réussit à s'installer dans un petit village espagnol comme femme de ménage pour un vieil espagnol. Maintenant, Catherine n'écrivait presque plus rien sur sa vie actuelle. Elle décrivait seulement à quel point c'était bien chez elle, dans sa patrie, en Amérique. Se remémorant souvent son enfance, écrivant sur ce que c'était, et se souvenant d'Éric. Il semblait que Catherine voulait laisser à ses filles des souvenirs, des mémoires, un héritage sur leur patrie historique. Au début, Éric ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Elle pouvait tout raconter elle-même à ses enfants. Catherine revenait moins fréquemment aux pages du journal. Désormais, les entrées apparaissaient 1 ou 2 fois par mois. L'écart entre les dernières entrées était de près de 6 mois. C'est alors que le vieil espagnol chassa Catherine de sa ferme. Tout d'abord, il voulait que les filles travaillent pour lui au lieu d'aller à l'école. Elles avaient déjà 5 ans, et le vieil homme croyait qu'elles pouvaient très bien travailler. Et comme elles étaient américaines, il n'en avait aucune utilité. Sa femme était décédée, et le vieil homme décida de trouver une jeune maîtresse. Pendant longtemps, elles errèrent à nouveau. Pendant un certain temps, elles réussirent même à aller à l'école. La dernière entrée du journal de Catherine était déchirante. Elle y déclarait qu'elle avait des enfants et avait besoin d'aide. Cette entrée était adressée aux filles. « Mes chères Mindy et Sarah, quand vous trouverez ce journal, je ne serai très probablement plus en vie. Votre maman vous aime très fort. Votre maman ne peut imaginer comment vous vivrez sans elle, mais c'est la vie. Apparemment, je suis malade. J'ai attrapé cette maladie, personne ne sait. Les médecins haussent les épaules, et je n'ai pas d'argent pour des médecins coûteux. C'est dommage, je n'ai pas pu vous assurer l'avenir que vous méritez. Vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans cette vie. Restez ensemble. Essayez de faire tout ce que vous pouvez pour retourner dans votre patrie, ma patrie, car votre vrai père y vit. » Puis Catherine mentionne à nouveau le nom et le prénom d'Éric. Déjà affaiblie, dans les dernières pages du journal, elle dessina une carte indiquant comment se rendre à ce village dont elle s'était échappée de nombreuses années auparavant. Éric était assis et pleurait, ne ressentant presque aucune culpabilité. Il détestait Dean, détestait Catherine, et avec sa haine, il masquait son amour pour elle. Comme le lâche qu'il était, il avait simplement préféré s'enfuir pour éviter d'être raillé comme un fiancé abandonné. Tout ce qu'il avait à faire était de trouver Catherine ou Dean, d'aller en Espagne et de simplement ramener sa famille à la maison. Peut-être que nos médecins auraient pu guérir Catherine, et elle serait en vie. Après la mort de leur mère, les filles continuèrent à errer jusqu'à ce qu'elles se retrouvent à la Croix-Rouge. De là, apprenant que leur mère était américaine, l'ambassade envoya Mindy et Sarah en Amérique. Et où pensez-vous qu'elles aient atterri? Bien sûr, dans un orphelinat. Les filles ne montrèrent jamais à personne le journal de Catherine, le gardant comme leur bien le plus précieux. Les fonctionnaires réussirent seulement à découvrir où Catherine était née, mais il s'avéra que cet endroit était maintenant vide, et à la place, les autorités de la ville avaient construit une décharge. Il ne restait aucun parent en vie, et les filles partirent à l'orphelinat. Elles se souvenaient de cet endroit avec dégoût. C'était mieux à la ferme du vieil espagnol que dans ce refuge. Nous ne décrirons pas les horreurs de la vie en orphelinat. Les filles voulaient trouver le village dont leur mère avait parlé dans son journal. Personne ne prit la peine de leur dire que le village n'existait plus. Ou peut-être était-ce pour le mieux, sinon Éric ne les aurait jamais trouvés à cette décharge. Et peut-être ne se seraient-elles jamais rencontrées. Les enfants ne comprenaient pas comment chercher une personne, et elles pensaient que leur père vivait toujours dans ce même village. Sarah s'enfuit de l'orphelinat, personne ne surveillait vraiment les enfants, et, utilisant la carte de leur mère, les filles trouvèrent facilement le village, ou plutôt ce qu'il en restait. Maintenant, il y avait une énorme montagne d'ordures et de débris, qui était périodiquement nivelée. Les filles décidèrent que c'était l'endroit même où leur maman et leur papa étaient nés. C'est là qu'elles auraient dû naître elles-mêmes. La décharge, les ordures, la saleté et les restes firent rapidement leur œuvre, transformant les filles en ces créatures très sales, couvertes de crasse et de puanteur. Et puis, vous connaissez déjà le reste. Ce jour-là même,
Il sembla que quelque chose attirait Eric vers sa patrie. Lui non plus n'avait aucune idée que le village n'existait plus, juste une décharge d'ordures. La nuit précédente, il avait rêvé de sa mère. Elle lui rendait souvent visite dans des moments aussi cruciaux. Grâce à ce rêve, Eric décida de faire un rapide aller-retour chez lui avant de finaliser l'accord, juste pour se tenir à distance et regarder le village depuis les toits. Il s'avéra qu'il ne restait plus rien du tout. Deux petites silhouettes attirèrent son attention. Il s'avéra que c'étaient ses filles, dont il ignorait l'existence. Une vérification des documents confirma que s'il avait signé ce contrat, aveuglé par un sentiment de vengeance, il aurait tout perdu, son entreprise, ses affaires, et littéralement tout. Les documents furent envoyés au bureau du procureur. Eric engagea des poursuites et détruisit pratiquement l'homme avide, le laissant sans rien. Eric s'avéra être l'homme d'une seule femme. Il ne pouvait aimer personne d'autre. Au cours de ces 10 années, il n'essaierait plus. Maintenant, il avait une raison de vivre, ses filles, ses jumelles, les siennes et celles de Catherine. N'est-ce pas le plus grand bonheur du monde? Quand il vit les filles, Eric remarqua immédiatement à quel point elles ressemblaient à leur mère. Sous la couche de saleté, ce n'était pas apparent. Beaucoup lui suggérèrent de faire un test ADN pour confirmer que les filles étaient bien les siennes. Mais Eric renvoya ses conseillers. Tout d'abord, il avait le journal de Catherine. Dans le journal, il était écrit noir sur blanc qui est le père des enfants. Comment pouvait-il mentir aveuglément à ses filles? Elle avait écrit le journal pour elle, pas pour quelqu'un d'autre. Et deuxièmement, c'étaient les enfants de Catherine, après tout. Quelle différence cela faisait-il de savoir qui était leur père? Cela ne signifiait rien pour Eric. Maintenant, leur père, ce serait lui, une fois pour toutes. Et aucun test ni quoi que ce soit d'autre ne pourrait jamais changer cela. Le bonheur, enfin, après de nombreuses longues années. Les enfants ont enfin trouvé une famille et tout ce à quoi ils ont droit par leur âge et leur statut. Elles ont assez souffert et vu trop de choses à l'étranger. Maintenant, elles peuvent respirer facilement et ne plus sursauter au moindre bruissement la nuit. Comme on dit, la justice a apparemment triomphé. Bien que chacun ait sa propre compréhension de la justice. Certains pourraient dire que Catherine s'est punie elle-même pour son insouciance et sa soif de richesse. Tandis que d'autres pourraient blâmer Eric pour sa lâcheté, ou peut-être Dean. L'essentiel est que les enfants soient vraiment heureuses maintenant.